Konnichiwa. Bienvenue au Grand Prix de Suzuka ce week-end. Donc, il y a eu lieu au Japon, pays du soleil levant, très tôt le matin, donc il fallait se lever quand même de très bonne heure. Et on va revenir sur les éléments essentiels de ce week-end de course avec Red Bull qui est déjà champion du monde. Voilà, il reste 6 Grands Prix. L'écurie est déjà championne. Donc, après avoir roulé sur toute la saison, Verstappen a déjà 400 points. Singapour n'aurait été qu'une parenthèse. Il est revenu en force ce week-end et il s'est imposé très facilement. Donc, aucun pépin majeur. La domination de Red Bull ne s'arrête pas. On va revenir sur 3 parties importantes du coup de ce week-end. La première, c'est McLaren qui a brillé et qui revient inexorablement sur son concurrent direct Aston Martin. On le voit arriver d'ici la fin de saison. On va parler du trio gagnant. Le triplé gagnant, c'est un peu le même niveau que la Namibie au rugby. C'est Sergio Pérez, Lance Stroll et Logan Sargent. Les 3 champions imbattables du moment vraiment en F1. Et puis on va revenir sur la course un petit peu particulière de Mercedes face au Ferrari. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? Est-ce qu'on ne pouvait pas maximiser cette course? Voilà, on va revenir là-dessus. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Enfin Bon, bien sûr. Allez, on attaque tout de suite avec le week-end parfait de McLaren qui a terminé donc 2e et 3e de la course ce week-end. McLaren qui a affiché un superbe rythme tout le week-end en qualification et en course sur ces 2 pilotes, c'est important. On l'avait déjà vu avec des essais extrêmement solides et un Norris qui nous a même fait presque un peu croire pendant les essais qu'en qualification il viendrait titiller Max Verstappen. Bon, après il s'est fait calmer du retour à la réalité, mais c'est vrai que les 2 McLaren étaient largement la 2e équipe du plateau sur ce circuit. Et puis les deux pilotes sont au rendez-vous. Oscar Piastri donc qui signe son premier podium donc sur cette course. Alors je compte pas la course sprint en Belgique, donc je parle d'une vraie course. Donc il signe son premier podium. Donc c'est pour l'instant vraiment une saison réussie pour le rookie. Oscar Piastri, puisqu'il est arrivé cette année. Donc finalement ils ont bien fait quand même de le voler à Alpine. Parce que c'était un peu ça le sujet. Au démarrage, on se rend compte que le prodige, avec son talent, il remportera probablement un Oscar. Piastri. Alors Lando Norris, avec ce beau résultat, passe désormais devant George Russell au championnat pilote. Mine de rien, c'est une belle symbolique parce que on se rappelle quand même que McLaren, ils étaient au fond du trou en début de saison. Donc voir que Norris désormais a plus de points, autant de points que George Russell, mais il passe devant avec des meilleurs résultats, donc devant une Mercedes, c'est quand même une symbolique assez forte de la réussite de McLaren depuis ce milieu de saison, depuis Silverstone. On peut citer le Grand Prix parce que c'est incroyable dans l'histoire de la F1. On se rappelle du bond phénoménal de cette écurie. Donc sur ce circuit, quand même, McLaren marque 33 points. Voilà, contre 4 pour Aston Martin, donc c'est 29 points dans l'escarcelle pour revenir sur son concurrent direct. Voilà, le total, il est simple. Aston Martin, c'est 46 points marqués depuis Silverstone, puisqu'on l'a dit, c'est le Grand Prix déclencheur pour McLaren des évolutions qui ont complètement changé la donne. Donc en 7 Grands Prix, contre 143 pour McLaren. Donc 46 pour Aston Martin, contre 143 pour McLaren depuis Silverstone. On le voit arriver gros comme une maison, ce final à Abu Dhabi qui va jouer sur des miettes de pain entre Aston Martin et McLaren parce que c'est extrêmement serré pour cette 4e place. Et Aston Martin est donc en très grande difficulté face à la fusée McLaren qui est en train de revenir sur cette 4e place. Et donc on aura à mon avis un beau final à Abu Dhabi là-dessus. Voilà, la conclusion de tout ça, elle est simple. L'Aston Martin de James Bond vaut maintenant le prix d'une 105. Donc merci à Stroll, père et fils surtout. Alors là, on attaque les cadors.
les tueurs, les légendes de la F1. Le trio gagnant, comme on l'appelle. Sergio Pérez, Lance Stroll et Logan Sargent. Alors on va tirer un premier bilan de Sergio Pérez, parce que là c'est un week-end catastrophique pour lui. Est-ce que vous vous rappelez qu'après 5 Grands Prix, jusqu'à Miami inclus, le choc Miami pour Pérez par Verstappen, Pérez avait seulement 14 points d'écart avec Verstappen, donc 14 points de retard en 5 Grands Prix. 11 Grands Prix plus tard, il en a 177. Si on fait une moyenne jusqu'à Miami, Pérez accumulait environ 2,8 points de retard sur son coéquipier par Grand Prix. Depuis Miami, il en prend 16 en moyenne par Grand Prix. C'est le jour et la nuit. Donc Pérez, c'est pas qu'il est devenu nul, c'est qu'il a le mental d'un poulpe, tout simplement. Et malheureusement, ce week-end ne nous incite pas vraiment à l'optimisme pour le Mexicain. Le Mexicain qui se dirige vraiment vers une fin de saison encore plus compliquée après un week-end tout simplement catastrophique. Malheureusement, on est obligé de faire quand même un parallèle entre donc ce mental de poulpe dont on parle et ce qui a été relayé un peu dans la presse avant ce Grand Prix. Alors il y a 2 choses qui ont été dites quand même par ses meilleurs potes, les directeurs Christian Horner et Helmut Marko, qui sont toujours, on le sait, intransigeants. Helmut qui a clairement dit que la personne qui était le plus en danger du coup sous des contrats Red Bull, c'était Sergio Pérez. Alors quand on dit contrat Red Bull, ça englobe l'écurie Red Bull et AlphaTauri. Eux, ils ont des contrats pour ces 2 écuries. C'est pour ça, parce qu'on se doute bien que c'est pas Verstappen qui est en danger. Donc voilà, ce à quoi en plus Horner a ajouté une petite touche pour dire que chez AlphaTauri, ils avaient 3 super pilotes et il n'y avait que 2 baquettes disponibles. Sous-entendu, tu pourrais très bien, par exemple, virer Sergio Pérez et puis monter un des 3 pilotes. Alors je rappelle que chez AlphaTauri, il y a Yuki Tsunoda qui fait plutôt un bon job. Liam Lawson qui est venu remplacer Daniel Ricciardo blessé et qui fait aussi un bon travail. Et avant ça, Daniel Ricciardo était plutôt sur la pente ascendante et faisait un bon retour. Donc voilà, 3 très bons pilotes. Donc là, ils ont 5 pilotes pour 4 baquets. Donc la pression, elle est sur Sergio Pérez. Donc là, Sergio s'est pointé à Suzuka, pas dans les meilleures conditions, on l'a vu. Des essais plutôt anonymes, très très compliqués. Et puis voilà, en qualification, 7ème sur la grille, relégué à 8 dixièmes de Max Verstappen, un gouffre. Et puis c'est catastrophe en catastrophe ce Grand Prix. Il va louper un peu son départ, du coup il va venir faire une collision avec Lewis Hamilton, abîmer son aileron avant. Du coup il rentre au stand pour changer son aileron. On se dit encore que c'est possible parce que finalement il ressort en pneu dur, mais en ressortant des stands, alors qu'on est sur voiture de sécurité virtuelle, il double un panel de pilotes et il en laisse passer que certains. Du coup, il prend une pénalité. Bon, déjà, il prend une pénalité un peu bête. Et puis, il est donc en fond de peloton maintenant avec ses pneus durs. Mais on se dit, avec le rythme de la Red Bull, ça peut encore le faire. Et non, dans sa remontada précipitée, il vient embrocher Kevin Magnussen sur un freinage complètement loupé. Et voilà, il recasse son aileron et là, il abîme vraiment sa voiture et il va être obligé de rentrer au stand. Après, il y a un micmac pour éviter qu'il prenne une pénalité au prochain Grand Prix, puisqu'il reprend une pénalité du coup sur cette action. Sa voiture est endommagée et puis l'écurie va passer du coup une partie du Grand Prix à réparer sa voiture pour le laisser ressortir quelques tours, juste le temps qu'il purge sa pénalité au stand pour éviter qu'il prenne des places sur la grille au prochain Grand Prix. Ce qui ne change pas malheureusement un week-end catastrophique pour le Mexicain. On est proche de l'intoxication alimentaire au tacos là. C'est un 0 pointé et encore une fin de saison très très compliquée pour Sergio Pérez. Et maintenant la deuxième pépite du plateau, c'est Lance Stroll, dit Fantomas. Fantomas parce qu'il est fantomatique, on le voit pas. C'est-à-dire que si à la fin on regarde pas en fait le résultat des qualifications, le résultat de la course pilote par pilote, on se rend même pas compte qu'il est sur le circuit tellement il est fantomatique avec une Aston Martin. Voilà. Qualifié 17ème Lance Stroll. Voilà, donc de toute façon Lance Stroll il est désormais abonné aux éliminations en Q1, ce qui est pas normal pour une Aston Martin, mais lui il y arrive. Anonyme du début à la fin, immunisé pour combien de temps?
On ne sait pas. C'est un peu le point d'interrogation de tout ça. Donc voilà, en 7 Grands Prix, Lance Stroll il a marqué 3 points. Voilà. Sur l'ensemble de la saison, il en est à 47 points contre 174 pour Alonso. Waouh, je suis dépassé par les événements. Il en a fait des saisons de merde lui, mais celle-là, elle est quand même historiquement très naze. Après, il est à côté d'Alonso, donc forcément, il se fait balayer. Voilà, je sais même plus quoi dire. Ce mec est en F1 depuis tellement de temps, il prend une place, il angoisse tout le monde. C'est hallucinant. Je sais pas combien de temps il peut rester comme ça. Ça en devient un gag en fait. Ça en devient un gag. Le mec est qualifié 17ème sur Aston Martin. Il fait jamais rien. Il est anonyme. Ses conférences de presse sont insipides. Forcément, il a rien à raconter. On dirait qu'il se fait chier sur le circuit. Bon bah voilà. On attend tous que Lance Stroll parte un jour, mais en fait, on ne connaît ni le montant ni la durée de son contrat. Donc voilà, je vous laisse. Voilà, c'est la blague, c'est le gag en fait infini du plateau de F1. Mais combien de temps ça va durer? C'est incroyable ça. Allez, maintenant on va aborder la dernière roue du carrosse. Logan Sargent, le pilote américain de chez Williams, qui nous a offert donc un doublé ce week-end magistral. Crash en qualif et crash en course. Le duo gagnant comme on l'appelle. Je rappelle donc quand même que Logan Sargent est sur une belle série de 4 crashs en 4 Grands Prix, donc c'est quand même pas mal, hein, c'est assez costaud. Tes mécaniciens de Logan, t'es sûr que tu tapes 2 nuits blanches quand t'es en week-end de course, donc ça c'est sympa. 2 nuits blanches à réparer la voiture, c'est toujours bien pour pour se maintenir éveillé, pour se maintenir alerte dans le métier comme on dit. Donc voilà, de manière assez amusante en fait, Logan Sargent va faire la même erreur que Sergio Pérez au même endroit. Donc on voit bien qu'il y a quand même un sacré parallèle entre les deux. Sur le même virage, il va se louper au même freinage et il va venir percuter lui Valtteri Bottas. Et finalement, on établit bien le parallèle entre Logan Sargent et Sergio Pérez sur ce Grand Prix. On a 2 pilotes qui sont en manque de confiance et qui surpilotent tout simplement. Et du coup, qui malheureusement, en essayant de surpiloter, n'apprécie pas les trajectoires comme il le faut. Bon voilà, Logan Sargent il est sur un 0 pointé depuis le début de saison, aucune vraie prestation où il a pu se mettre en avant. Bon à mon avis c'est par ici la sortie comme on dit, il va falloir y aller. De toute façon d'ailleurs il n'y a pas eu pour l'instant de renouvellement de contrat pour 2024. Après la question, voilà, Logan Sargent il était pris parce qu'il est américain, qu'il y a le marché américain qui s'est ouvert, qu'il y a 3 circuits aux Amériques. Donc il y a Las Vegas, Miami et il y a Austin au Texas. Donc évidemment le marché américain il est colossal. Alors donc, ils se sont dit on prend un pilote américain, manque de bol, c'est quand même pas celui qui a éclaboussé la F2 non plus. Voilà, alors remplacer par qui, c'est une bonne question. Moi je mettrais quand même une option sur Mick Schumacher, qui est quand même une valeur très intéressante, qui lui a eu le temps de faire ses gammes un peu en F1 et qui, comme étant pilote réserve chez Mercedes, peut apporter quand même une certaine expérience. Voilà, malgré les crashs qu'il a eu, je pense qu'il y a une seconde chance à aller chercher et ça reste un profil hyper intéressant. Donc à voir, c'est peut-être lui qui serait en tête pour ce poste, mais il faut regarder, il faut voir un petit peu les différentes options qui pourraient naître. Allez, on termine ce podcast sur une partie analyse de la course de Mercedes qui était en lutte distincte avec Ferrari ce week-end, puisque McLaren était légèrement devant, donc pas à portée de tir. Donc sur un Grand Prix ou sur un week-end de course où c'est assez similaire à l'ensemble de la saison, des Ferrari assez rapides en qualif, un tout petit peu moins performantes en course, et là des Mercedes donc moins rapides en qualification mais plus performantes en course, donc juste qualifiées derrière les Ferrari, elles étaient donc en bataille directe avec elles. Et donc on a les 2 Mercedes qui sont partis sur 2 stratégies différentes. Hamilton 2 arrêts et Russell un seul. Mais ce qu'on a pu voir déjà, c'est que dès le démarrage, il y a eu une vraie bataille entre les deux. Ils se sont un peu tassés. Alors au passage, Lewis Hamilton tasse Russell. Il fait sortir donc Russell de la piste. Donc il oblige un autre pilote à sortir de la piste. On ne lui met pas de pénalité. Donc voilà, apparemment certains pilotes sont immunisés. On a vu la semaine dernière que Verstappen n'a pas pris les places de pénalité qu'il devait prendre en fait au Grand Prix de Singapour.
La FIA l'avoue, une semaine plus tard, Hamilton sort Russell de la piste, il le tasse, voilà, il le fait sortir de la piste, il doit prendre une pénalité, on lui donne pas. Donc visiblement, aucun enseignement n'a été tiré de la semaine dernière, c'est intéressant à savoir. Voilà, donc il y a des pilotes qui sont immunisés apparemment, donc quand tu es champion du monde, tu n'as pas le droit de prendre des pénalités, intéressant. Donc ce qui va être intéressant quand même, ça va être la mise en place de cette stratégie à 2 arrêts. Hamilton donc qui est situé derrière Sainz, qui se trouve juste derrière Leclerc. Et Mercedes va choisir donc au 2e arrêt de faire rentrer Hamilton un tout petit peu plus tôt, ce qui va mettre la pression sur Leclerc et Ferrari. Donc Leclerc va rentrer au stand et malheureusement comme Sainz est juste derrière Leclerc, il ne peut pas rentrer au stand en même temps. Il doit faire un tour de plus. Sauf que l'undercut est extrêmement puissant. C'est près de 3 secondes et demie au tour, j'ai regardé. Et donc Sainz malheureusement va ressortir derrière Hamilton grâce à cette stratégie. Donc Ferrari va choisir de prolonger légèrement en fait le rythme de Sainz en piste pour lui faire bénéficier de gommes plus fraîches en fin de Grand Prix et lui permettre de revenir. Mais la stratégie à 2 arrêts me paraissait la plus viable sur ce Grand Prix. Sauf que Russell, lui, il était sur une tentative à 1 arrêt. Et il arrive donc en fin de Grand Prix, il faut tenir avec son arrêt et il voit revenir donc dans son sillage Hamilton puis Sainz qui arrive aussi à grande vitesse. Et là, c'est la grande question. Donc déjà, après avoir perdu beaucoup de temps à se batailler l'un contre l'autre en début de Grand Prix, Hamilton se retrouve derrière Russell. Et suite au Grand Prix de Singapour, où quand même ça a mis en exergue l'intérêt même de se servir d'un deuxième pilote comme bouclier avec son DRS, et ben Mercedes choisit de ne pas le faire pour laisser l'avantage à Hamilton qui râle derrière Russell et qui dit laissez-moi passer, je vais me faire doubler par Sainz. Au lieu d'utiliser une stratégie où justement il aurait pu se caler derrière Russell, utiliser le DRS et justement empêcher Sainz de passer parce que lui aussi bénéficie du DRS, et ben en fait il va vouloir absolument passer Russell et il va le passer. Il va essayer derrière de lui passer le DRS, mais trop tard. Et entre-temps, Sainz l'aura passé. Donc je trouve que c'est pas une exécution optimale de Mercedes, pas intelligente. Il n'y avait pas matière à forcer à Lewis Hamilton à passer Russell. Je pense qu'on aurait pu les garder dans cet ordre-là et justement se servir du DRS pour tenir 5 tours Sainz et garder les positions. Je crois que c'est important dans la lutte justement à cette 2e place parce que mine de rien, Ferrari continue de grignoter et de revenir sur Mercedes. Ils sont plus qu'à 20 points maintenant de Mercedes. Ils étaient loin à un moment, ils étaient à une 50aine de points. Maintenant, ils sont plus qu'à 20. Donc chaque point compte. Donc il s'agirait de les optimiser et pas d'essayer de favoriser un pilote plus qu'un autre parce qu'il râle. Voilà, faut optimiser chaque résultat d'ici la fin de saison. Voilà, prochain Grand Prix donc au Qatar. Au Qatar, donc c'est un Grand Prix typé plutôt moto. Voilà, ils accueillent donc des courses moto, donc c'est un circuit assez étroit où chaque sortie de piste va être assez punitive et où ça va être un peu compliqué de dépasser. Un circuit intéressant à suivre bien sûr, avec enfin bon, bien sûr.